Bonjour Olivier. Bonjour Edern. On lisait la semaine dernière dans les journaux mainstream que la croissance américaine était à 2,9% pour 2018, soit la plus forte croissance depuis 2005. C'est impressionnant. Eh oui. Non, ça n'a rien d'impressionnant. Alors déjà, il faut retraiter ce chiffre. Donc en 2018, il y a eu deux événements. Un espèce de surstockage qui a été dû, donc une variation de stock positive qui est venue réinflater le PIB, qui est dû en partie et en très grande partie à la guerre commerciale qu'il y a avec la Chine. Pourquoi ? Tout simplement parce que avant qu'il y ait des augmentations de prix à cause des barrières douanières, ils ont vite stocké pour éviter la hausse des prix. En gros, vous avez 1,90 de croissance qui a été ajoutée uniquement par cette variation de stock. Or, normalement, si vous voulez, on la retire systématiquement du chiffre de croissance parce que ça doit s'annuler. Sur une année, ça doit s'annuler. Donc là, si vous l'annulez, c'est-à-dire si vous retirez ces 1,89%, sur 2,90, vous m'avez dit, il ne reste plus grand-chose. Hein. Ça nous laisse 1%. Ouais, ça ne fait pas une croissance démentielle. Hein. Voilà. Bien. Donc ça, par exemple, c'est une façon de retraiter les chiffres. Vous en avez d'autres. Vous savez qu'en 2016, il y a eu justement le BEA, donc pas le bureau des accidents aériens, mais le bureau d'analyse économique américaine, qui a dit qu'ils allaient redésaisonnaliser une deuxième fois. Alors, la désaisonnalisation, c'est quoi ? C'est simplement une formule mathématique qui vous permet de lisser les choses. Mais là, curieusement, on arrive quand même à des lissages qui sont pour le moins curieux, puisque on arrive à rendre des chiffres négatifs positifs. Et là, on veut en remettre une couche, ce qui vous donne des variations sur le passé qui sont assez impressionnantes en termes de modification de chiffres. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il faut quand même pas faire trop attention à ce qui nous sortent comme chiffres, que ce soit les chiffres du chômage, que ce soit les chiffres du PIB, que ce soit les chiffres de vente au détail, que ce soit tout autre chiffre. Vous apercevez qu'il y a quand même beaucoup de questions sur, la méthode de calcul, ensuite les méthodes de lissage ou autres. La seule chose dont on peut être sûr, c'est que les politiques en profitent largement pour faire leur pub. Donc si je comprends bien, vous êtes en train de me dire que finalement les chiffres américains seraient aussi maquillés que les chiffres japonais ? Ou les chiffres chinois. Oui, tout à fait. Bah oui, il n'y a pas de raison. C'est pas parce que c'est soi-disant un joli pays démocratique que on n'utilise pas les mêmes méthodes. Je vous rappelle ce qui s'est passé en 2008. En 2008, première estimation du PIB du premier trimestre en hausse de... Alors, pardonnez-moi si le chiffre n'est pas totalement exact, je fais ça de mémoire, mais qui est sorti sur la première estimation à 1,2 ou 1,4, quelque chose comme ça. Deuxième estimation, un mois plus tard, il sort à 1,8, d'accord, donc en croissance. Et 3 ans plus tard, vous avez le NBER qui arrive comme les carabiniers, toujours après la bataille, qui arrive 3 ans plus tard et qui révise les chiffres et qui nous annonce que le Q1 2008 était à moins 2,5. Donc, quand on a des écarts comme ça, c'est-à-dire passer de 1,8 à moins 2,5, quand on a des écarts comme ça, on ne peut pas se dire que c'est juste
une petite erreur statistique et mathématique. Bien sûr que vous avez des chiffres qui sont faits à la main. Vous annonciez donc la récession pour le premier semestre. Qu'est-ce que vous pensez du prochain trimestre? Est-ce que vous pensez que ça va enfin apparaître ou... Ça va apparaître. Bon, moi, je dis qu'on y est déjà. Quand vous regardez, vous êtes en récession au Canada. Canada, vous savez, c'est le truc qui est juste à côté des États-Unis et qui fait pas mal de business avec les États-Unis. Donc, on est en récession au Canada, on est en fort ralentissement, voire en récession en Chine, en Europe. Italie a annoncé qu'ils étaient en récession. L'Allemagne, on en est tellement pas loin qu'on en est tout proche, hein, et qu'on est même probablement dedans. Et en France, on nous explique qu'il y a eu un rebond de croissance au dernier trimestre, alors qu'on nous expliquait l'heure d'avant qu'à cause des gilets jaunes, c'était la fin du monde. Donc il y a quand même des choses qui sont curieuses, quoi. Donc si vous faites tout ça, si vous prenez les indicateurs de commerce international qui sont tous en forte baisse. Quand vous prenez les chiffres, certains chiffres américains qui sont des chiffres de production industrielle, qui sont des chiffres de fret interne, etc., vous avez des chiffres qui tournent plutôt autour de 1, comme je vous le disais, que de 2 ou de 2,9 ou de 3. Et donc, vous êtes déjà probablement pas loin de la récession. En plus, je vais vous dire, si vous prenez en compte le fait que pour faire ce minable petit 1% de croissance, retraité, donc ce minable petit 1% de croissance, il a fallu que l'État mettre sur l'année 2018 1500 milliards sur la table. Il y a eu 1500 milliards de dollars de plus de dettes aux États-Unis, de dette d'État uniquement, je ne parle même pas de la dette privée, 1500 milliards de plus pour faire 1% de croissance. 1% de croissance, c'est quoi? C'est 200 et quelques milliards de plus. D'accord? Donc vous mettez 1500 milliards pour avoir 200 milliards. C'est rentable comme truc. Et ça, c'est sans compter le fait qu'aujourd'hui, le ménage américain est endetté comme il ne l'a jamais été. Il est endetté en dette étudiante comme il ne l'a jamais été. Il est endetté sur les voitures avec un taux de défaut en plus, et sur les voitures et sur la dette étudiante qu'on n'a jamais vu, qui est bien supérieur à ce qu'on avait sur les subprimes et autres. Donc, je veux dire, on est sur la dette des cartes de crédit, c'est pareil, la dette immobilière, c'est pareil. C'est tout simple, de toute façon, faut pas chercher. On a des revenus qui stagnent, et qui stagnent en revenus réels, c'est-à-dire défalqués de l'inflation annoncée. Je ne parle même pas de l'inflation réelle du coût de la vie, je parle juste du CPI, ce qu'on appelle le CPI, c'est-à-dire l'inflation de la consommation. Donc si vous défalquez les revenus annoncés, et en plus les revenus annoncés, il faut savoir comment c'est calculé, c'est des sondages, donc c'est juste un gag. La hausse des revenus annoncés défalqués du CPI, vous avez des revenus qui stagnent, voire qui sont en baisse. Donc s'ils sont en baisse, ne cherchez pas, il n'y a qu'un seul moyen de consommer plus. C'est de la dette. Donc ça veut dire que vous avez des Américains qui aujourd'hui sont endettés, mais jusqu'à plus soif. Et l'État, et eux, et aussi les entreprises qui s'amusent à s'endetter pour payer des dividendes. Enfin, on est dans un truc qui va pas, vraiment qui va pas. Donc on va malheureusement le payer à un moment, et ça va être très très cher, l'addition. Donc oui, on l'a compris, une déconnexion entre l'économie, la qualité de réel, et puis le monde de la finance et de la dette. Donc nous allons désormais passer à revenir sur votre allocation d'actifs que vous présentez dans la lettre de la marche en liberté, et peut-être faire un petit update.